avec ou sans sucre. C'est l'histoire d'un paradoxe, celui d'un vignoble, l'Anjou béni des cieux pour la production de grands vins moelleux. Sauf que le sucre est l'objet de toutes les diabolisations. Et si le sucre est sur toutes les lèvres, c'est qu'il est l'outil préféré des industriels de la malbouffe. Or, l'Anjou vient de produire 2 décennies exceptionnelles de vins qui n'ont pas recours au sucre artificiel. Pour célébrer le retour de ces vins d'auteur, 2 invités. D'abord Pascal Galisson, bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes caviste à Angers, Why Not, et vous êtes vraiment en première ligne pour nous rapporter un peu les tendances, les demandes des consommateurs. Et à vos côtés, Joël Ménard, qui avec son épouse Christine, au domaine des Sablonnettes, a réinstallé cette génération de producteurs qui travaillent sans béquille œnologique. Peut-être Joël, peut-on commencer par expliquer pourquoi l'Anjou est un terroir favorable à la production de grands vins moelleux? C'est vrai qu'on a un climat qui est hyper adapté à ce type de production parce qu'on a ces brouillards matinaux, l'influence océanique qui nous ramène un petit peu d'humidité, ce qui fait qu'en fait c'est très très facile de développer le botrytis en fait sur nos cépages. Alors le botrytis, je ne suis pas sûr que tout le monde soit familier avec cette notion. Le botrytis, c'est ce fameux champignon en fait naturel qui, sous l'effet de l'humidité, va rendre la peau perméable au raisin et en fait sous l'action du vent et du soleil après, en fait le raisin va se déshydrater. Et en fait, on va récupérer les sucres naturels du raisin. Sucres naturels, voilà, qui donc vont se concentrer. Qui vont se concentrer naturellement. Donc tu parlais tout à l'heure de chaptalisation, c'est vrai que ça a été un énorme débat. Et c'est vrai que, comme tu dis, depuis 2 décennies, en fait, je pense que la région a pris conscience qu'on pouvait naturellement faire. Mais pas tous les ans. Et le problème, il est là, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des années où on n'a pas ces conditions favorables. Donc c'est vrai qu'autrefois, il y avait cette fameuse béquille qui chaptalisait. Et tous les ans, on voulait absolument faire des vins liquoreux. Donc c'est d'ailleurs une espèce de béquille œnologique. On va rajouter artificiellement ce que la nature n'a pas donné naturellement en termes de concentration de sucre. Alors c'était autorisé, de toute façon, ça faisait partie du protocole de vinification quand la nature n'était pas là. Mais est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire des vins moins concentrés avec moins d'alcool? Aujourd'hui, l'appellation est entendre voir si on ne peut pas baisser le degré alcoolique pour faire des moelleux plus simples peut-être, mais honnêtes. Voilà. Alors là, les verres sont pleins, se vident un tout petit peu. 10 degrés d'alcool sur l'étiquette, ça peut choquer quand même un certain nombre de personnes qui nous écouteraient. Peut-être aussi les éclairer sur cette notion de concentration. Est-ce qu'on peut donner une échelle, puisqu'on parle de grammes de sucre par litre, est-ce qu'on peut donner une échelle, un spectre? Ah oui, complètement. Là, en 2017, on a ramassé entre 15 degrés et 25 degrés. C'est-à-dire que potentiel d'alcool. Donc c'est-à-dire qu'on passe d'un moelleux à 90 grammes à un truc très concentré. C'est vrai que, mais ça, c'est pas tous les ans. C'est pour ça qu'il faut que le vigneron s'adapte en fait. Et donc il accepte la lecture du millésime tel que c'est livré par les conditions climatiques de l'année. Alors c'est vrai qu'économiquement, c'est pas simple. Mais je pense que l'avenir de nos vins passe par là. Justement, économiquement, un caviste, ça tombe bien. Vous êtes en première ligne, Pascal, mais j'ai l'impression quand même que vous êtes pris entre 2 tendances. On a d'un côté toutes les grandes maisons de champagne qui vont baisser les dosages pour tendre vers des vins de plus en plus nature. Et puis de l'autre côté, on a des vins qui sont réputés secs. Et on sait que dans ces vins, peut-être, il peut traîner un petit peu de sucre résiduel pour arrondir la bouche. Donc on a vraiment, et puis on peut aussi convoquer l'idée du rosé pamplemousse, gros succès, qui lui aussi a gagné la séduction par le biais de la rondeur sucrée. Donc comment est-ce qu'on agence ça? Qu'est-ce que demandent aujourd'hui les consommateurs? Moi, en tant que caviste, c'est vrai que ça fait une bonne quinzaine d'années que je suis en activité. Et par rapport à ce phénomène là, des vins moelleux, des vins un peu sucrés, et des autres boissons un peu dans le même esprit. On évite le terme de vin, je remarque, pour rosé pamplemousse. Oui, on peut éviter ça, même s'il y a quand même du vin dans ce type de vin, parce que c'est fait en partie avec du vin quand même. Donc c'est vrai que ce phénomène-là, je pense que c'est vraiment un phénomène assez commercial, surtout sur ce type de boisson. En ce qui concerne les vins moelleux, les vins d'Anjou notamment, que Joël produit, là on est vraiment sur des vins qui sont appréciés depuis très longtemps et qui continuent encore aujourd'hui à être appréciés. Alors certes, ça a beaucoup évolué par rapport au type de consommation, puisqu'on se rend compte que nous, en tant que professionnels, on a affaire à de plus en plus d'avertis. Donc des gens qui, au fil du temps, au fil de leur dégustation, ont des palais un petit peu plus aiguisés. Donc ils recherchent un peu plus des vins plus minérales. Là, on va parler un peu plus de minéralité. D'accord. Alors que, de pureté, c'est ce que ça Ça. véhicule. Et je pense qu'à un moment donné, les gens oublient un petit peu quand même que dans les vins moelleux, il y a aussi beaucoup de terroir, beaucoup de minéralité.
sauf qu'avec le sucre, évidemment, la perception aromatique change un petit peu ce phénomène de minéralité. Justement, Joël a ouvert une fenêtre tout à l'heure. Vous êtes, vous, en tant que caviste, en prise avec des vins blancs, des rouges, des rosés, des bleus, des verts, enfin bon, peu qu'importe, on a quand même la sensation qu'avec les vins moelleux, on a affaire spécialement à des vins météo-dépendants. Est-ce que pendant quelques années, les vignerons ne se seraient pas un petit peu égarés? Parce que vous en avez vu passer, vous, des générations de production, de producteurs, de millésimes, etc. Oui, c'est vrai que là, en presque 20 ans, c'est sûr que la production de vins moelleux, il y a eu des années très compliquées. C'était parfois difficile d'avoir des vins non chaptalisés, sains. Et les vignerons, qui d'ailleurs ne travaillaient pas du tout dans ce registre, n'avaient pas de production de ce type de vin, quoi. Donc je pense que dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux éviter de faire ce type de vin et faire vivre le millésime comme il est, quoi. Alors, ce qu'on entend, ce qui transpire de ce que vous dites, Joël, c'est quand même la difficulté à produire ce type de vin-là, avec un caractère aléatoire. Et du coup, est-ce que les vignerons ne gagneraient pas de temps à autre à se replier plutôt que sur la production, s'asseoir, s'arc-bouter sur la production de vins moelleux, se replier sur la production de grands vins blancs secs, par exemple? Oui, complètement, sauf que ce que j'aime toujours expliquer, c'est que c'est une autre démarche, en fait. D'accord. Quand on part sur une production, on a envie de faire une production de sec, une production de moelleux. Il ne faut pas que ça soit des secs qui soient par défaut. Parce que C'est-à-dire qu'on ne décide pas en cours de campagne. Voilà, quand le botrytis, c'est le botrytis qu'on attend, quand le botrytis arrive et que la météo est défavorable, il faut mieux faire un petit moelleux qui fait 10 d'alcool, sauf qu'en appellation pour l'instant ce n'est pas autorisé, plutôt que de vouloir essayer de faire un liquoreux qui sera mauvais ou un blanc sec qui ne sera pas intéressant. Alors le problème, nous en 2012, on a acheté la moitié de la récolte. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé dans une situation compliquée. Donc il n'y avait plus de débouchés il y avait pour la matière. Je n'ai pas réussi même à faire spécialement des petits moelleux, entre parenthèses, qui pour moi sont des moelleux honnêtes, mais c'était quand même compliqué. Parce que je n'avais pas le degré suffisant pour être en appellation. D'accord. Moi j'ai une question pour Joël, là, au niveau justement des vignes par rapport à des vignes qui ont été habituées à faire des moelleux. Est-ce que ça a une incidence si un jour on décide, bien avant la vendange, de se dire on fait un sec? Est-ce que la vigne répond différemment pour la conduite de la vigne est un petit peu différente quand même. On la conduit pas tout à fait pareil, quoi. Oui, j'imagine. Mais on peut, sur des grands terroirs de liquoreux, de faire des très grands secs, ça, il n'y a aucun souci. Alors quand vous dites conduite différente, qu'est-ce qu'il faut intégrer comme donne? C'est-à-dire qu'on va s'orienter vers des rendements peut-être différents? On va tailler la vigne différemment selon qu'on oriente en sec ou en moelleux? On taille différemment, mais par contre les rendements sont un petit peu similaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on part sur une base de 40-50 hecto-hectares, c'est un petit peu ça. Et puis si on fait un liquoreux, avec la botrytisation, avec la concentration naturelle, on va se retrouver sur des bases de 15, 20, 25 hecto-hectares. Et si on le ramasse en sec, on est sur une base de 30-35. Oui, c'est ça, au niveau des rendements ne sont pas les mêmes. Donc au départ, la taille est importante de savoir où est-ce qu'on va aller, quoi. Ça, c'est clair. Pascal, vous avez un peu la position du phare dans le sens où vous êtes au milieu des vignes, vous êtes au milieu des vignerons, vous êtes au milieu des consommateurs, vous êtes au milieu des bouteilles. Est-ce que vous voyez se profiler des tendances, des demandes nouvelles autour du sucre? Est-ce que les consommateurs s'orientent? On a bien compris qu'il y avait des profils de consommateurs qui étaient différents. Oui, est-ce que par exemple le sucre peut avoir une valeur d'initiation? Est-ce que c'est un marchepied pour aller vers des vins peut-être un peu plus ciselés, des vins plus précis, pour dire les choses simplement, des vins de terroir? Ou est-ce que vous voyez d'autres tendances s'ouvrir? Je pense que la base reste la même quand même. Ce type de vin, c'est une approche pour un nouveau consommateur, un jeune consommateur ou un consommateur qui n'a pas encore commencé à déguster du vin. Donc c'est vrai que c'est quand même des vins qui sont beaucoup prisés de ce type de consommateur, quoi. Et c'est très bien d'ailleurs parce que évidemment dans cette notion de sucre, on a un vrai plaisir, quoi. Donc on n'a pas de difficulté à apprécier ce type de vin. Donc on le voit bien, il y a ici beaucoup de femmes qui consomment ce type de vin. Après dans les jeunes, dans les jeunes hommes et tout ça qui on peut imaginer donc des jeunes femmes accessoirement? Oui, tout à fait. Ouais, je pense que là, à ce niveau-là, c'est principalement ce type de consommateur. Après, ce qui est assez marrant quand même, c'est vrai que nous, en tant que cavistes, c'est des vins qu'on vend énormément.
Il y a toujours une grosse demande, notamment sur des vins moelleux, avec pas trop de sucre. Ça, par contre, ça a beaucoup changé. Je pense que maintenant, les gens cherchent vraiment des vins moelleux. On a les moelleux et les liquoreux. Donc avec des concentrations, avec des concentrations moins poussées, moins importantes. Ouais, on cherche la digestibilité, des vins plus accessibles. Voilà, c'est ça, exact. Et ça, moi, je trouve que ça, c'est intéressant, même pour nous cavistes, de vendre ce type de vin, parce qu'il y a vraiment cette notion de tendresse, de douceur, de plaisir. Là, on boit du vin avec plaisir, quoi. Même si à côté de ça, on a des consommateurs beaucoup plus aiguisés qui là vont chercher des sensations beaucoup plus fortes, quoi. Alors, Joël Ménard, là on a un signe intéressant. L'avenir semble assuré avec cette chaudière qui est alimentée par le bas, avec des jeunes consommateurs qui vont relever qui vont être les futures générations. Pour autant, on sait qu'il est difficile d'être prophète en son pays. Les gens qui sont sensibles à votre travail, est-ce que ce sont essentiellement des gens locaux qui n'ont pas perdu de vue le talent local, ou est-ce que vous êtes obligé de vous raconter à l'extérieur pour faire comprendre l'essence de votre travail, de votre démarche, le style de vos vins? Localement, ça marche très très bien. De toute façon, on a beaucoup de cavistes là où ça fonctionne très très bien. Mais après, c'est des vins qui s'exportent énormément. De toute façon, on a de grosses demandes en Belgique, au Luxembourg, en Suisse. Ça marche très très bien, quoi. Mais un peu dans cet esprit de moelleux, digeste. Hein. Après, je vais défendre un peu. On le redit, 10 degrés d'alcool. Voilà, c'est ça. Voilà, donc avec pas de chaptalisation, après je vais défendre la chapelle de la biologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on travaille avec les sols, on ramène une minéralité supplémentaire et ça donne une buvabilité au sucre qui est extraordinaire. Très bien, très bien. Alors, ça oblige quand même, puisque là, on a un peu d'appétence, on a envie d'en découdre, on va en découdre avec les verres, ça n'a pas de problème. Mais est-ce qu'on ne gagnerait pas aussi à sortir le vin moelleux de cette espèce de carcan, ce duo apéro, foie gras? Est-ce que ce n'est pas une forme d'enfermement? Est-ce qu'il ne faudrait pas recomposer la place du liquoreux à table? Question ouverte à vous deux qui avez des pratiques domestiques au moins avec les vins liquoreux. Oui, après, au niveau de la consommation, c'est vrai que il y a des très très beaux accords à faire avec les vins moelleux ou liquoreux, ça c'est clair et net, quoi. Et bien notamment quand même avec le foie gras, ça on ne peut pas le nier, je pense que ça reste quand même un peu ancré. Et puis bien sûr avec les desserts, hein, il y a des très belles choses à faire sur tout ce qui est à base de fruits jaunes, fruits blancs, pommes, poires et tout ça. Donc ça c'est agréable. Et c'est aussi quand même des vins qu'on consomme énormément quand même en apéritif, hein, justement pour les consommateurs, je vous disais, les jeunes consommateurs qui apprécient vraiment ce type de vin. Après les accords, il y en a plein d'autres avec des fromages, notamment des fromages à pâte persillée. Là tous les fromages bleus. Voilà, tous les fromages bleus. Et après, dès qu'on est un peu les viandes dans les accords sucrés salés, ça par contre, des très très belles choses à faire. Vous pensez par exemple à un filet mignon avec des sucrés salés pour l'accorder, une viande blanche. Ah oui, ça va très très bien. On peut partir sur du porc ananas par exemple, ça s'y prête bien. On irait peut-être plus sur des demi-secs, mais il y aura quand même cette notion de sucre qui sera Je souhaite présente. aux gens qui vont nous regarder de scruter cette vidéo à l'heure du repas, sinon le temps va leur paraître un petit peu long. Donc on l'a compris, des grands vins moelleux, soit à déguster sur leur jeunesse, sur la fraîcheur, ou alors les laisser profiter de leur profil de grands vins de garde, et puis on se revoit dans 30 ans pour les savourer. Je suis encore là. Hein, c'est une possibilité. En tout cas, en attendant, à la vôtre.